Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis, avocat. Bonjour, on vous retrouve sur votre blog Vue du droit et je rappelle votre dernier livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Jackie Isabello, communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Bonjour. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Voilà, et ancien agriculteur et un nouveau que nous avons le plaisir d'accueillir, Garen Schnorokian. Bonjour, vous êtes journaliste et éditorialiste à Livre Noir. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bonjour, le média de notre camarade Éric Tegner. Voilà, j'avais un trou de mémoire évidemment au moment de le dire. On va parler de Sciences Po évidemment, la dérive à Sciences Po que certains semblent découvrir. 8 Français sur 10 pensent que la laïcité est en danger. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir sur l'Ukraine. Est-ce qu'il parle trop selon vous? Et faut-il inscrire le consentement dans la définition du viol? Vous avez aimé le débat sur l'IVG, on a parlé de la peine de mort, on a parlé... Bref, les sujets sociétaux sont visiblement ce dont le président de la République a envie que nous parlions. Vous avez froncé les sourcils, Régis, vous n'aviez pas entendu parler de cela? Non, c'est pour ça. Je vous expliquerai. Je vous expliquerai. C'est quoi le consentement? C'est décisif. Le consentement, oui, le consentement, c'est-à-dire que si vous êtes accusé de viol, vous devrez, vous, apporter la preuve qu'il y a eu non-consentement et ce ne sera plus à la victime de le faire, en gros. Mais bon, on a beaucoup d'autres sujets. Non, attendez, le contraire, Valérie. C'est la charge de la preuve du non-consentement. Du non-consentement, vous devrez prouver qu'il y a eu consentement. Non, c'est le contraire. C'est la preuve du consentement qui devra être apportée par le violeur, entre guillemets. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui. La preuve du consentement, absolument pas du non-consentement. Heureusement que vous êtes avocat. Heureusement que vous êtes avocat. Jean-Baptiste Moreau, on va commencer avec vous parce que c'est un sujet grave et on en a parlé hier, mais on va en reparler aujourd'hui. Oui, je sais que vous en avez parlé hier. C'est les attaques dont fait l'objet Coco, l'ancienne journaliste de Charlie qui est maintenant à Libé, sur la base d'un dessin qui retrace un peu ce qui est en train de se passer à Gaza aujourd'hui, et qui s'est fait et qui reçoit aujourd'hui des menaces de mort qui l'ont placé à nouveau sous protection. Il faut savoir que Coco a failli être tuée par les frères Kouachi au moment de l'attentat à Charlie. Elle a échappé de peu. Et là, certains, notamment qui se disent de gauche, mais moi j'arrive même plus à les appeler la gauche, la France insoumise personnellement, parce que c'est devenu des bigots. Tout ce que Charlie et Charb détestaient, c'est exactement ce qu'ils sont devenus dans des buts de petite politique politicienne, parce que je n'ose pas imaginer que Chikirou soit aussi bête au point de pas comprendre que le dessin de Coco, en plus, était absolument pas pro-israélien ou pro-Netanyahou, comme ça a été décrit, mais c'est un dessin qui relate la tristesse de la situation à Gaza. Et voilà, et je trouve ça vraiment méprisable, c'est l'attitude notamment de Chikirou, mais d'autres aussi, et de la gauche bien pensante sur ce dessin de Coco. On peut le trouver drôle ou pas drôle, peu importe. Où est passé l'esprit Charlie? Je veux dire, Charb doit se retourner dans sa tombe. Il reviendrait, il mettrait 3 claques à Mélenchon. Je veux dire, c'est tout ce qu'il mériterait. Je veux dire, c'est absolument inadmissible ce qui se passe. Libé est aussi sous protection du coup. Je veux dire, c'est pas comme si on avait déjà vécu ça. Bien sûr. Un dessin, c'est un dessin. Ça peut plaire, ça peut pas plaire, mais surtout en plus là le plus idiot de tout, c'est qu'ils ont même pas compris quoi. C'est la bêtise, l'inculture crasse d'une partie de la classe politique aujourd'hui qui est absolument effrayante. Je veux dire, tout est bon pour conflictualiser, mais de toute façon c'est la théorie de Mélenchon. Mais là, même la mauvaise foi la plus absolue, même l'idiotie la plus absolue est possible. Là, ce qui se passe. Et là, Coco est menacée de mort. Elle a publié sur son compte Twitter un florilège des insultes, des menaces qu'elle reçoit, qui sont d'une violence absolue. Et alors, coup de gueule absolu pour Sandrine Rousseau, même. Je me retiens de dire le mot. Pour la juger aujourd'hui, ce que je ressens. Précision utile, le dessin de Coco est complètement déplacé compte tenu de la situation génocidaire à Gaza. Le nombre d'enfants tués y est plus élevé en 4 mois qu'en 4 ans dans les guerres dans le monde. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre que j'ai entendu. Oui, chiffre du Hamas, ce chiffre qui est colporté depuis, j'ai entendu sur différentes antennes. Je pense qu'il y a eu une guerre au Yémen, je pense qu'il y a eu des guerres dans différents pays où il y a eu, c'est indécent
même de dire cela. Mais surtout, ça n'a aucun rapport. Et le tweet de Chikiro... Et alors elle ajoute, pour être tout à fait juste, mais ce dessin ne mérite pas de menace de mort. Mais, le fameux heureusement. Et la phrase de Chikiro, en plus, vous n'aurez pas notre haine, elle a repris le titre d'un livre d'une victime du Bataclan qui a perdu sa femme. Enfin, je veux dire, c'est abject, c'est indigne. Enfin, c'est vraiment la lead de la politique qui est rentrée à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de députés LFI. C'est sur le bouton sur le nez. Là, on peut clairement s'offusquer de ça. Mais ce qui s'est instillé sur certains plateaux, dans certains médias, est beaucoup plus grave encore. Je vais prendre un exemple. Désormais, les humoristes, sur certaines radios, lorsque l'invité précédent parle de sujets sérieux, eh bien, les humoristes commencent à s'excuser de faire leur travail d'humoriste juste après. Systématiquement. Ah, alors on a reçu une dame qui a ceci, un monsieur qui a perdu quelqu'un, alors c'est difficile de faire de l'humour. Mais ça, c'est 100 fois pire que de s'acharner sur cette histoire de dessin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens dont le boulot c'est de faire de l'humour sont obligés de s'excuser de passer derrière qui a parlé de sujets sérieux. Donc ça veut dire que l'ensemble des présentateurs du 20h, à chaque fois qu'ils vous parlent d'inondation et du fait qu'une famille a paumé 2 gamins, eh bien si derrière ils parlent qu'il va faire beau ce week-end, ils devront s'excuser. L'état d'esprit est celui-ci et c'est encore plus grave, je pense, que ce qu'on peut percevoir à travers Sandrine Rousseau avait effectivement publié un dessin, il s'agit juste d'un dessin, je suis Charlie. À mon avis, elle a dû se faire remonter les bretelles en interne, et donc elle a rajouté son petit catéchisme et elle a dû effectivement subir des pressions après son tweet. La meilleure des censures, ça reste quand même l'autocensure par la peur, parce que il faut que je vous rappelle que depuis l'attaque de Charlie Hebdo, quasiment plus aucun caricaturiste ne dessine le prophète Mohammed aujourd'hui. Est-ce que vous voyez encore aujourd'hui des caricatures du prophète ? Non. Aujourd'hui, tous les artistes s'autocensurent de la peur de la mort. Parce qu'en réalité, c'est la peur de la mort. Et aujourd'hui, ce qu'a fait la France Insoumise, c'est mettre une cible dans le dos de cette dessinatrice et de Libération. Parce que vous dites, Sophie Chikiro dit, vous n'aurez pas haine, mais vous oubliez de dire, mais vous la méritez, elle avait rajouté. Et c'est pas la seule députée LFI qui a dit ça. Aujourd'hui, LFI est en train de mettre des cibles dans le dos des caricaturistes et qui risquent de leur coûter la vie. Vous voulez dire un mot, Régis, de Castelnau ? Oh oui, désaccord total avec ce que je viens d'entendre. Mais je vois pas juste un auditeur qui me dit « Pauvre France, vous insultez les Arabes à longueur de journée » mais en quoi est-ce qu'on insulte votre parcours ? Vous êtes un parterre de collabos. Il insulte, mais on a le droit d'insulter les Arabes. Hein. On a le droit d'insulter les cathos, on a le droit d'insulter les Juifs. En ce moment, c'est pas conseillé. Moi, Coco, j'adore le dessin de presse. Hein. J'ai ma bibliothèque en est remplie. J'attends le même. Depuis Chaval, etc. Je n'aime pas Coco. Je trouve que c'est une mauvaise dessinatrice de presse. Cela étant, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Bon. Le dessin, moi, j'avais 2 problèmes par rapport à ce dessin. Premier problème... Vous allez nous le dire parce que je me fais gronder par le réalisateur qui me dit que c'est l'heure du journal, mais vous allez nous expliquer pourquoi ce dessin vous pose problème. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on va tenter de se mettre d'accord aujourd'hui autour de Jacky Isabello, commentateur hippique, communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'impact, Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Place de la République. Pourquoi j'ai dit Place de la République ? Non, Place de la République, c'est Corato. Non, c'est Corato, Nicolas Corato. Mais c'est, vous savez, moi, c'est l'agriculture. Voilà, agriculture, stratégie, et vous avez été agriculteur. Garen Schnorr, je pensais y arriver. Schnorrokian, vous êtes journaliste et éditorialiste à Livre Noir, et Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit et votre livre, le dernier livre, Une justice politique aux éditions de l'Artilleur. On va parler de Sciences Po, on va parler de laïcité, on va parler d'Emmanuel Macron qui va s'exprimer ce soir sur l'Ukraine. Et Régis, nous parlions, alors on va continuer évidemment notre tour de table avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, mais alors vous vouliez nous dire en quoi le dessin de Coco vous dérange. Je rappelle que c'est un dessin de presse, hein. C'est un dessin de presse. Mais je prenais la précaution de dire que je raffolais des dessins de presse. J'ai une très belle collection. Je pars de Chaval, qui était un grand génie il y a très longtemps, qui s'est suicidé. Et puis après, j'ai connu ceux qui ont été assassinés. J'ai connu Volinsky quand il était à l'Allumage. J'ai connu Cabu. Et aujourd'hui, j'adore Villemain, j'adore Lefred Touron, j'adore Berthe. Je n'aime pas Coco.
Non, mais vous pouvez ne pas aimer son dessin, mais le propos d'un dessin... Enfin, je veux dire, il ne devrait même pas y avoir de discussion autour du dessin de presse. Valérie, si, il y a des... Non. Il n'y a pas de discussion autour du dessin de presse. Bien évidemment, je trouve que ce dessin est mauvais. Et je le pense inopportun. Alors, sur le dessin lui-même, il me gêne, dans la mesure où, oui, il y a une tragédie à Gaza, où l'Occident est totalement concerné. C'est pas les chiffres du Hamas, ce sont les chiffres de l'ONU et du département d'État concernant les victimes, etc. Et ça provoque dans l'ensemble du monde une très grande émotion. On peut déplorer que ça n'ait pas produit la même avec le Yémen. Je suis entièrement d'accord. Il se trouve que ce dessin, effectivement, il est assez terrible. On voit les gens qui meurent de faim parce qu'il y a une famine qui est organisée là-bas. C'est-à-dire qu'on empêche les camions de rentrer, qu'il faut que les États-Unis lancent des parachutes face à... Alors que ce sont eux qui arment Israël. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il. Et ensuite, on tape sur les musulmans. Très bien. Je n'aime pas ce dessin et je le dis, je le critique. Que ça débouche sur des menaces de mort, c'est lamentable, c'est grotesque, et c'est vrai que ça témoigne d'une extraordinaire tension. Bon, ça c'est la première observation. Je n'aime pas ce dessin. Je le trouve dans les circonstances actuelles, au-delà du fait que je le trouve mauvais, mais je trouve qu'il est inopportun. Je veux dire, on est capable de s'empêcher. Deuxième observation, c'est le deux poids deux mesures. C'est que lorsque monsieur Guillaume Meurice, je crois, ou je sais plus quel était son prénom, est venu parler d'un nazi sans prépuce à propos de Netanyahou, mais qu'est-ce qu'on a entendu? Il est humoriste lui aussi. Oui, il n'a pas été menacé de mort. Si, bien sûr que si. Il a été menacé, mais bien sûr que si. Et puis immédiatement, on a saisi la justice. Il a eu une campagne de presse contre lui, il a été convoqué par sa direction, il a fallu s'excuser, etc., etc. Il y en a une autre qui avait fait un truc tout à fait ignoble, à propos des bébés dans les fours, en disant est-ce qu'ils ont été assaisonnés. Non, mais c'est une Instagrammeuse, donc on est d'accord. Non, mais attendez, c'est une Instagrammeuse. Alors, non, mais votre démonstration, Régis, elle ne tient pas dans le sens. J'ai vu votre tweet. Mais si je peux la mener, jusqu'au bout. Allez-y. Si je peux la mener jusqu'au bout. Je dis que Instagrammeuse, et alors? C'est pas une dessinatrice de presse. Non, mais la campagne contre Meurice était tout aussi ridicule que la campagne contre Coco, mais la liberté d'expression, elle n'est pas à géométrie variable, elle n'est pas totale quand c'est des idées de gauche, et pas totale quand c'est d'autres idées. Mais attendez, est-ce que je peux aller au bout de mon observation? Je suis le seul à défendre cette position autour de la table aujourd'hui. Bien. Donc, je dis qu'il y a le double standard et il y a les deux poids, deux mesures. C'est une réalité. Il y a eu un grand article dans Le Monde sur toutes les procédures qui ont été lancées par les parquets pour apologie du terrorisme. Il n'y en a aucune contre monsieur Meyer Habib qui est venu parler de cancer à propos des Palestiniens. Il n'y en a aucune. Et vous mélangez tout. Attendez, je veux aller au bout là. Non, je mélange pas. Sur les plateaux de I24 où on est venu dire mais on s'en fiche, faut tous les tuer, etc., etc. Apologie de crimes de guerre, apologie de crimes contre l'humanité. Il y a un deux poids deux mesures. C'est ça que je trouve, si vous voulez, c'est ça que je trouve déplorable. Et comme le dit très bien Dominique de Villepin, cette question du double standard, on va la payer cher. On va la payer cher parce qu'on a importé le conflit israélo-palestinien chez nous, et on a pris parti à l'Assemblée nationale totalement pour l'une des parties. C'est une partie de la gauche qui l'importe en ce moment, le conflit. C'est une partie de la gauche qui l'importe, le conflit. Mais absolument, sauf que on a pris parti, et dans la communauté musulmane, qui est très importante chez nous, parce qu'on a un problème particulier quand même par rapport à tout ça. On a le passé, on a le terrorisme qu'on a connu, et donc on l'a importé en prenant le parti par les institutions, par le pouvoir, par la presse. On a pris le parti d'une des parties. Et aujourd'hui, je suis désolé, le dessin de Coco que j'ai fortement critiqué, mais en tant que dessin, en tant que prise de position politique, c'est toujours politique un dessin de presse, toujours. Oui. Je trouve que c'était une mauvaise action, c'est tout. Sûrement pas de menaces de mort, etc. Mais alors, qu'est-ce que vous répondez parce que vous dites oui, deux poids, deux mesures, sauf que Coco a fait un dessin particulièrement choquant pour certains peut-être, où elle met enquête sur les viols du Hamas, des kilomètres de tunnels découverts. Et vous voyez des femmes, les jambes écartées, donc ce sont les victimes. Je l'attendais. Bah oui, Valérie, je savais que vous l'attendiez. Je savais que vous l'attendiez. Ce dessin, il est publié après les précédents et la polémique.
Maintenant, elle a un totem d'immunité. Non, pas du tout. Pas du tout. Régis, je me permets de revenir. Juste un instant, je ne peux pas laisser dire ça. Ce dessin, elle ne l'a pas publié hier. Elle ne l'a pas publié depuis. C'est un dessin qui a été publié après le 7 octobre. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'il a été publié après le 7 octobre. Moi, j'ai vu celui d'après le 7 octobre. Oui. C'était pas ce dessin-là. Mais c'est pas le lendemain. Elle publie un dessin tous les jours dans Libération. Aujourd'hui, elle a fait un dessin sur les baleines. Je sais, mais je les vois tous les jours. Donc je reçois la newsletter. Non, mais c'est d'une mauvaise foi absolue ce que vous dites. Elle dessine aussi bien l'horreur et elle dessine les exactions. Elle dessine sur tous les sujets. Il n'y a pas deux poids deux mesures. Ce qu'elle fait sur les victimes israélienne a pu choquer, j'imagine, un grand nombre de personnes de confession juive. Juste rappeler à Régis qui a cité plein de dessinateurs de presse. Revenons à l'essentiel, celui qui a tout inventé dans la matière, Daumier. Je vais vous citer, Régis, la définition de la caricature de presse. Sa fonction est de parodier, de railler, de ridiculiser. Ses fonctions de base sont d'exagérer, de défigurer, de porter en accusation c'est son travail, la caricature de presse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les caricatures de presse, les caricaturistes, et Wolinski a créé une association avec Plantu pour défendre la fonction journalistique du caricaturiste de presse, mais avec cette fonction-là. On ne peut pas reprocher aux gens qui suivent le temps de présenter la météo. C'est exactement pareil. Donc, les réintégrer dans le champ du journalisme traditionnel, qui est le fait, les sources, la vérification, eh bien, c'est torturer complètement l'exercice de la démocratie à travers la presse que l'État français finance pour se faire. Mais attendez, est-ce que je reviens sur ce dessin, je le trouve mauvais. Je le trouve. Mais non, mais techniquement, vous ne pouvez pas dire que c'est mauvais. Si on sortait des gens d'une école de dessin, ils ne pourraient pas dire que c'est mauvais. Il n'est pas mauvais. On n'aime pas, mais c'est pas mauvais. Il est mauvais. En tant que dessin de presse, c'est une caricature. Non, techniquement, c'est pas mauvais. Elle est pas mauvaise en tant que dessinatrice. Est-ce que j'ai le droit? Mais est-ce qu'un dessin de presse, c'est une caricature? Je me souviens avoir dit un jour à Charb, vous caricaturez, il m'a dit c'est mon métier. Non, mais attendez, je n'aime pas. Est-ce que j'ai le droit de considérer que... Oui, mais dites que vous n'aimez pas, mais dites pas que c'est mauvais. Tiens, si on part de Villemain, il fait des caricatures abominables, affreuses, sales. Il est magnifique. C'est le véritable héritier de Reiser. C'est pas politique. J'oubliais Reiser. C'est très politique. Vous plaisantez? Villemain, c'est très, très, très politique. Bon, non, j'ai le droit, j'espère, de critiquer un dessin. Mais je dis que les réactions, et on va en parler avec Sciences Po, on a le droit de vous répondre. Je le dis, j'espère bien. On n'aura pas le temps de tout traiter. C'est le deux poids, deux mesures, c'est tout. Mais il n'y a pas de deux poids, deux mesures, puisqu'elle a fait un dessin sur les femmes violées du Hamas. Et je vous propose d'interviewer Guillaume Meurice. Non, mais les campagnes anti-Meurice étaient tout aussi ridicules et je les ai dénoncées au même titre que celles anti-Coco. On va marquer une pause, vous pourrez dire encore un mot et puis il faut qu'on avance quand même dans nos débats. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8. Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je peux vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence. Sud Radio, parlons vrai. Ce week-end, écoutez Sud Radio entre 7h et 10h et tentez de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. Profitez d'équipes dévouées, des clubs pour les enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à vous mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on va avancer un petit peu, on va continuer notre tour de table. Garenne, vous, c'est un coup de gueule sur, on l'a entendu, il y a une proposition de loi pour taxer la fast fashion. Et oui, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale est débattue une proposition de loi sur la fast fashion. Comprenez les habits pas chers achetés sur des sites chinois comme Shein ou Temu. Si cette loi est adoptée, cela voudra dire qu'une pénalité pouvant atteindre 10 € par article vendu dans la limite des 50% du prix de vente sera appliquée aux consommateurs. Comme si les Français n'étaient pas déjà assez pauvres grâce au Mozart de la finance et au Beethoven de l'économie qui nous gouverne, l'État veut encore plus appauvrir nos concitoyens les plus fauchés sur l'un des rares endroits où ils pouvaient encore faire des économies.
Parce que rassurez-vous, ce ne sont bien sûr pas les députés ou leurs enfants qui achètent des t-shirts à 3 ou 4 euros, mais bien des pauvres. On pourra me rétorquer que l'intention est noble. Qui ne voudrait pas aider la filière française du textile ? J'en suis d'ailleurs moi-même un des plus grands défenseurs. Mais si elle est presque morte aujourd'hui, c'est la conséquence des choix désastreux des gouvernements successifs depuis 50 ans. Ouais. L'État adore prétendre défendre ceux qu'il a étouffés pendant des décennies de taxes, de charges, d'impôts et de réglementations. Reagan disait avec beaucoup d'humour que la vision de l'économie d'un gouvernement pouvait être résumée en ces quelques mots. Si ça bouge, taxez-le. S'il continue de bouger, réglementez-le. Et s'il arrête de bouger, subventionnez-le. Et à la fin, c'est toujours le consommateur qui paie. L'État s'occupe de tout, sauf de son travail. Il nous demande de manger 5 fruits et légumes par jour, nous demande de faire du sport et maintenant de ne pas acheter trop de t-shirts. Mais quand votre grand-mère se fait violer par un clandestin sous OQTF, votre correspondant n'est pas disponible. Merci de laisser un message après le bip sonore. C'est un édito, là. Je suis éditorialiste. Oui, c'est comme les caricaturistes. Donc vous êtes contre cette réglementation? Oui, ça n'a aucun intérêt à pas rendre les gens plus pauvres, les pauvres encore plus pauvres. Parce que quand on achète des t-shirts à 3 ou 4 euros, c'est qu'on vit pas dans l'opulence en général. S'ils veulent interdire les importations chinoises pour des raisons de concurrence ou de pollution, mais qu'ils interdisent tout. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas Zara et H&M aussi? Parce qu'eux aussi se fournissent en Chine à plus de 80 ou 90%. Ça n'a aucun sens, cette règle. Ouais. Alors, c'était votre coup de gueule. On a le coup de gueule de Jackie. Alors moi j'ai peur quand je prends l'avion parce que depuis quelques mois je me dis Boeing va se ressaisir les quelques petits désagréments qui leur arrivent. Eh bien, la FAA, la Federal Aviation Administration, a révélé les résultats de l'audit qu'il a pratiqué auprès de son principal sous-traitant. Et les résultats sont catastrophiques. Juste pour donner 2 exemples et aller assez vite, pour contrôler si un joint est solide, il le faisait avec des cartes magnétiques d'hôtel. En guise de lubrifiant, ils utilisaient du produit de vaisselle. Donc vous savez que ce 2e audit a été lancé après qu'une porte a été arrachée d'un Boeing 737 MAX en plein vol. Cette société qui était exemplaire, qui a permis à l'Europe de construire un modèle industriel européen incroyable par l'intermédiaire d'Airbus, et aujourd'hui une société américaine qui est totalement en déshérence. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vient de sortir, et parce que prenant l'avion il y a 2 semaines, je me suis surpris, voyant sur la carlingue inscrit 737, demander à l'hôtesse en rigolant, même si elle n'allait pas me dire que le plat était mauvais. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle me dit: ah non, mais rassurez-vous monsieur, ça n'est pas un 737 Max. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Donc attention. Et puis Régis, on finit notre tour de temps. Ça procède un petit peu de la même anxiété sur la capacité de ces sociétés développées à maîtriser un certain nombre de choses. Il y a une vraie dégradation. Sur le 737 MAX, la société qui faisait l'entretien, les ouvriers qui interviennent sont filmés. Ah, pas de chance sur cette porte. Spirit Aerosystem. La vidéo a été écrasée. Ah, pas de chance. Bon, non, moi ça concerne les Jeux Olympiques en général. Là, on nous resserre qu'on va se baigner dans la Seine. Macron l'avait dit, Chirac l'avait dit à l'époque, et on a appris ce matin que s'il pleut avant, on pourra pas. On pourra pas se baigner, mais on pourra surtout pas faire les épreuves. Bon, moi, ce que je vois se profiler, malheureusement, c'est un événement où on a eu les yeux plus gros que le ventre. Enfin, je rappelle quand même qu'on était les seuls candidats, hein. Donc, puisque Los Angeles s'était déporté pour le faire en 2028. Et quand je vois tout ce qui est en train de se passer, je suis assez inquiet sur ce qui se profile. Il y aura la question du logement, la question de la sécurité. Moi, je me balade sur les sites internet de la presse internationale. Il y a pas mal d'articles critiques. J'ai vu qu'il y avait une championne de badminton qui est arrivée à Paris, qui a été agressée, qui a dit non, n'allez pas là-bas. Donc c'est un ensemble. Et nous, on fait des polémiques sur Aya Nakamura, je crois que c'est ça. Ce qui est polémique, mais débile. Je connais pas cette chanteuse, je connais pas la chanson. Vous devriez quand même, Régis, parce que c'est quand même la chanteuse française la plus écoutée partout dans le monde. Moi, depuis 25 ans, en termes de culture, je suis toujours surpris. Les gens avant disaient David Guetta. Je veux dire, c'est des artistes immenses. On veut rayonner. Et Aya Nakamura, ne pas connaître Aya Nakamura, ça devrait être rédhibitoire pour entrer à Sciences Po. Citez-nous 3 titres d'Aya Nakamura. La peau qui danse, ça, c'est tout ça. Enfin, je veux dire.
dire, tout le monde a dansé au moins une fois. Et au-delà qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme la caricature de presse, c'est une artiste immense qui est capable de susciter l'admiration de l'ensemble de la communauté internationale. On s'auto-flagelle. Moi, je suis pas un fan d'Aya Nakamura, mais artistiquement, on peut pas dire je connais pas et tout ça, et surtout être fier de pas connaître. Non, je connais pas. Moi, j'aime pas. Je connais et j'aime pas, mais si elle chante, je connais, j'aime pas, mais si elle chante pas, j'aime pas, mais si elle chante bien, ça me va. Voilà. Oui, mais est-ce que le plus grand nombre est un signe de qualité ? Non mais Valérie, je pose la question. Ce que je veux dire, c'est que un pays comme la France qui revendique l'universalisme, qui revendique de sponsoriser toutes les cultures, qui a créé le Pass Culture, qui a fait venir des artistes de partout dans le monde pour les protéger, leur permettre d'exprimer leur art. À un moment, comme quand on a une chanteuse, je disais pareil sur les cantidigés, les gens, David Guetta, c'est qui ? Je leur disais, mais attends, David Guetta, tu vas aux États-Unis, mais tout le monde connaît. Oui, mais depuis, on a tout un tas de... Là, on parle. Aya Nakamura, c'est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Basta, il faut connaître. Elle est extrêmement connue. J'aime pas ses chansons, mais si elle chante Edith Piaf le jour de la cérémonie, ça me va parfaitement. Mais moi, j'aime pas Vianney. Est-ce qu'elle sait chanter ? Parce qu'elle chante toujours avec un autotune. Pour autant. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle sait chanter ? Elle va chanter Edith Piaf alors qu'on l'a jamais entendu chanter, on connaît pas le son de sa voix. Elle chante avec un autotune, un ordinateur. Exceptionnel. Mais c'est pas une artiste exceptionnelle, il y a pas de parole. C'est comme quand on dit Coco, c'est pas dessiné. Enfin, il y a un moment, je pense qu'on doit être sérieux. On va écouter. Non, attendez. Je n'aime pas Aya Nakamura, je dis qu'il faut respecter l'artiste quand c'est l'artiste qui est la plus écoutée partout dans le monde. Mais ça veut dire quoi, elle est la plus écoutée dans le monde parce qu'il y a une musique sans parole, donc c'est beaucoup plus facile à exporter. Non, alors vous n'avez pas de parole. Alors les linguistes vous expliqueront. Les linguistes de Paris 8, je suis sûr qu'ils vont pouvoir m'expliquer que les grandes paroles qu'est-ce qu'on fait vont m'expliquer que c'est des grandes paroles. Les Tolila et tout ça, on les met dans un endroit et puis comme les livres, on prétend pas que c'est de la grande allumette. Je veux dire, les linguistes vous expliquent que la vivacité d'une langue passe par l'utilisation artistique d'une langue pour savoir la torturer. Ce sont des experts, ils ont fait des études et ça existe depuis quand on disait yé et qu'Edgar Morin fait une page dans Le Monde pour expliquer que yé, eh bien, ça porte les messages de la jeunesse, ça travaille la langue et que ça va produire des choses positives. Personne ne trouve que yé aujourd'hui, 40 ans après, trouve que ce sont des paroles intelligentes. Aujourd'hui, personne ne dit que c'est incroyable et que c'est de la grande musique. Sauf que personne ne dit que les yéyés de l'époque sont devenus de la grande musique aujourd'hui. Et quand c'est l'artiste le plus écouté dans le monde, un minimum de respect dans un pays qui respecte la culture. Enfin, je veux dire, toutes les cultures. Ferme la porte à la Pookie dans le sas. Pookie. Mais les gamins qui ont 14 ans aujourd'hui qui vont diriger la France, eh bien ça sera alors ça sera leur début de soirée. C'est bien ça le problème. Et vous aimez pas la musique populaire ? Ah, j'aime bien la musique populaire, mais j'aime bien quand elle a un sens. Mais parce que vous ne comprenez pas ce qui est dit. Je sais pas, moi je parle français, je comprends pas. Vous parlez latin ou pas ? Alors vous je parle latin. Donc ça n'a pas de sens, donc ça ne veut rien dire. Non, mais si vous écoutez, si vous écoutez les paroles, on peut pas dire que le sens soit particulièrement. Vous voulez trouver 55 exemples de gens, des artistes qui ont torturé la langue. Il y a même au temps d'Anastasia, pardon, j'utilise un grand terme, au temps de la censure, des gens qui détournent le langage pour pouvoir faire passer des messages politiques. Mais les gamins, c'est quoi les messages politiques d'Aya Nakamura ? C'est une artiste incroyable. Elle est sortie d'un terreau qui est peut-être pas forcément le vôtre, mais aujourd'hui, elle représente une certaine France. Et en tant qu'artiste, je demande à ce qu'on la respecte. Je demande pas à ce qu'on l'aime. J'en ai rien à faire. Moi, j'écoute pas Aya Nakamura. Je pensais pas que ça vous ferait réagir comme ça. Moi, ça me pose pas de problème. Respecter la culture, c'est ça aussi. Après, je suis pas sûr que ça représente la France. Régis ? Mais pourquoi pas ? Non, mais moi. Pourquoi pas, oui, on peut tout faire. Moi, faut pas se méprendre. Moi, je trouve la polémique débile, mais on a choisi Aya Nakamura. Mes enfants m'ont dit, elle est sensationnelle. Certains de mes enfants, parce que j'en ai pas mal. Hein. Donc, moi, non. Et puis, le fait qu'elle chante Piaf me laisse. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais c'est ce que j'ai dit moi aussi. J'aime pas Aya Nakamura. J'aime pas sa musique. Allez, stop. Ce que je stigmatise, c'est la polémique. On n'a pas autre chose à faire que ces polémiques débiles. Voilà, on vient d'y passer 10 minutes. Merci Macron. Et je pense que le président de la République va bien rigoler. Allez, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. J'espère qu'on n'aura pas le temps de traiter tous nos sujets. Je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron qui va s'exprimer ce soir à propos de l'Ukraine. Il va être interrogé au journal de 20h de TF1 et de France 2. Est-ce qu'il parle trop? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il a besoin de prendre la parole? Jean-Baptiste Moreau. Alors, vous connaissez mon objectivité sur le sujet. Oui. Quand il parle pas, on dit qu'il parle pas. Quand il parle, on dit qu'il parle trop. Donc c'est assez compliqué sur le sujet. Je pense qu'il a quand même des choses à dire sur l'Ukraine suite aux polémiques qui ont eu lieu quand il a annoncé que éventuellement il pouvait être possible qu'il y ait besoin de troupes au sol un jour en Ukraine. Voilà, il a employé 50 conditionnels, donc c'était pas une annonce non plus. Mais il y a eu beaucoup de polémiques suite à ça. Et il y a eu des prises de parole différentes. On a vu le président Zelensky qui a pris la parole aussi pour expliciter un peu les échanges qu'il avait pu avoir avec le président. Donc je pense que c'est important dans le moment qui est actuellement, sans dramatiser à outrance, mais en même temps en montrant la réalité de ce qui se passe. On a vu un certain nombre de piratages encore récemment d'institutions et de ministères il y a 2 jours, je crois, et on sait à peu près d'où ça vient. On voit tout ce qui est à l'œuvre et les attaques, alors qui sont pas des attaques militaires effectivement, mais de la Russie vis-à-vis de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne et de la France notamment. On a vu le tweet de Medvedev absolument ordurier, digne d'un débile profond. Enfin, et encore, j'insulte une pathologie, c'est pas bien. Enfin voilà, qui est absolument indigne de quelqu'un qui a été chef d'État de quelque pays que ce soit un jour. Enfin voilà, on est vraiment dans un moment de tension extrême, et je pense qu'il est important quand même que le président replace un peu les éléments dans leur contexte. En plus, en plein milieu d'une campagne européenne où on aura eu un débat en plus pendant 2 heures juste avant avec les principales têtes de liste des européennes sur la chaîne Public Sénat et la chaîne parlementaire. Donc voilà, je pense que c'est utile que le président intervienne pour bien faire état de la dangerosité du monde, pas en rajouter, mais être objectif sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le président va rendre compte de la situation de manière pédagogique, résume un proche, après donc l'accord de signature bilatérale de sécurité avec Kiev et puis le débat au Parlement. Ça a été signé, ça a été voté hier au Parlement. Alors, Macron, c'est un cynique. Il utilise la guerre en Ukraine où il n'y a pas eu d'évolution particulière sur les derniers mois pour détourner l'attention. Alors qu'il y a une guerre en France. Dimanche, à Rennes, pendant plus d'1 heure, il y a eu une bataille à l'arme de guerre. Pendant plus d'1 heure, des gens se sont tirés dessus à la Kalachnikov dans les rues de Rennes. Il y a eu 47 morts à Marseille à cause du trafic de drogue en 2023. Il fait tout pour cacher la réalité de ce qui se passe dans notre pays, et il utilisera toutes les excuses, que ce soit Aya Nakamura ou l'Ukraine. D'ailleurs, chez Livre Noir, on était allé en immersion dans les quartiers nord de Marseille, pour ceux que ça intéresse, de voir la réalité du trafic de drogue et ne pas se faire avoir par ces détournements de ce qui se passe en Ukraine, pour ne pas parler des problèmes de la France. Mais en même temps, il y a du en même temps aussi. C'est-à-dire qu'il y a ça, mais il y a aussi la guerre en Ukraine. Mais il n'y a pas eu d'évolution sur ces derniers mois de la guerre en Ukraine. Peut-être à votre question, Valérie, c'est le président de la République a un champ réservé de certaines affaires. Tout ce qui touche à la diplomatie, tout ce qui touche à l'armée lui incombe. Et c'est vrai que, la situation est grave. Je trouve que, au-delà du fait que le président de la République pratique l'atermoiement, fait du en même temps sur ses prise de position médiatique, ça c'est pas le sujet. Il a été assez en revanche, ferme, de prendre la parole après une séquence qui a consisté à programmer une déclaration qui a effrayé un peu tout le monde, qui a donné lieu à des prises de parole de l'ensemble des grands leaders des grands pays occidentaux et ailleurs à propos du déploiement de troupes à l'étranger. Il a organisé un débat à l'Assemblée nationale, donc redonner une place au Parlement, même si sur ces sujets, le Parlement n'est pas décisionnaire, et qu'ensuite, il rende compte, par l'intermédiaire des grands médias, de ce qu'il a pu avoir comme échange et de ce qui pourrait être la suite. Il est complètement dans son rôle. Après, encore une fois, le fait qu'il dise je vais pas trop parler au début et puis qu'il ait beaucoup parlé, c'est un autre point, mais là il est plutôt dans son rôle. Et en tant que citoyen, je pense qu'avec nos enfants ce soir devant la télé, si on a la chance de pouvoir manger tous ensemble à ce moment-là, on l'écoutera et on pourra décoder et dire si on est d'accord ou pas d'accord avec lui, mais il est pleinement dans son rôle. Alors Régis de Castelnau, cette intervention et la position de Macron plus généralement. Alors que Macron intervienne, c'est normal, c'est le président de la République, surtout après une séquence. Et alors là, moi, je vais être en désaccord. Je suis pas inquiet, pour ce qui me concerne.
C'est-à-dire qu'on vient d'avoir une séquence de gesticulation dans un contexte particulier dont la caractéristique principale est quand même le fait que les États-Unis vont se désengager. Et ça a des conséquences sur l'Europe. Ça, c'est clair, ça a des conséquences sur l'Europe. L'Europe ne va pas bien. Elle est en crise économique. Elle rencontre des crises politiques. Et puis, il y a une échéance, mine de rien, une échéance électorale, qui est celle des élections européennes, qui en général n'intéressent personne, sauf qu'elles vont avoir un fort contenu politique. Alors, je pense que Emmanuel Macron a lancé son espèce de provocation. Il adore ça, hein. La provocation est une drogue dure. Je suis payé pour le savoir. Donc, le problème, c'est que, moi, je trouve que c'est dénué de tout sérieux. D'abord, qui sont ceux qui nous soutiennent aujourd'hui? La Pologne, hein, comme disait Marx dans l'histoire, c'était au 19e siècle, dans l'histoire, la Pologne a fait toujours très courageusement des choses stupides. Et les 3 pays baltes, qui rassemble 12 millions d'habitants. Pas que. Vous avez qu'à écouter la prise de parole du leader de la CDU en Allemagne était absolument aligné avec les positions du président de la République. C'est pas parce que Olaf Scholz est contraire avec une majorité composite qui va dégager aux prochaines élections. Pas tous en même temps. C'est pas tous en même temps. Je dis quelque chose. C'est Scholz qui est au pouvoir, je crois savoir. Donc, on se dispute le cornu s'est engueulé avec Pistorius, les Britanniques nous crient dessus, les Italiens ont dit mais pas question, etc. Et sur le fond, attendez, on va aller, il paraît qu'il a dit oui, je vais envoyer des gens à Odessa. Quoi? On a 15 000 hommes à déployer. C'est-à-dire qu'on tiendrait 30 km de front en prenant des risques. On n'a plus de munitions, on n'a plus d'industrie de défense, on va la reconstituer, etc. Ce sont des rodomontades à usage interne, on fait de la politique. Moi, il y a quelqu'un qui m'intéresse, dans les déclarations que j'ai entendues, il y a les dirigeants européens, il y a monsieur Jens Stoltenberg, qui est le patron de l'OTAN, pour le compte des Américains, et qui a dit, entre les lignes, il a dit, le patron c'est l'OTAN, envoyer des gens là-bas c'est dans le cadre de l'OTAN, et l'OTAN c'est les Américains qui commandent. Donc, personnellement, moi je suis pas inquiet. Pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de théâtre. Il y a une situation mondiale qui est délicate. Je pense pas qu'il ait dit que c'était les Américains qui commandaient. Il n'a pas dit ça, Stoltenberg. C'est une vous faites une extension, Régis, de quelque chose qui, dans les faits, est avéré, mais qui, dans les paroles, doit être mesuré, parce que la diplomatie et les affaires militaires sont des choses suffisamment sérieuses pour que le langage soit une arme à manier avec parcimonie. Nos diplomates feraient bien et Emmanuel Macron ferait bien parfois d'y réfléchir. Non, j'interprète, je lis entre les lignes. Parce que je sais aussi ce qu'est aujourd'hui le fonctionnement de l'OTAN, où les Américains sont les patrons, et où, malheureusement, à cause un peu de Jacques Chirac, surtout de Sarkozy, on a réintégré le commandement intégré, et donc, voilà, on n'est plus maître, on n'a plus la souveraineté nécessaire. Et en tout cas, Macron a réussi. On parle d'un sujet où il n'a en réalité aucun pouvoir et c'est pas lui qui va envoyer des troupes demain tout seul, au lieu de parler des problèmes en France. Après, là-dessus, au-delà de ce que vous disiez, par rapport à ça, la prise de position du président de la République, elle est extrêmement intéressante parce que l'analyse de tous les spécialistes montre bien que cette fameuse contre-offensive n'a pas marché. Aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où pourraient aller les Russes et qu'à un moment, le président de la République secoue quelque chose qui est extrêmement provocateur pour réveiller les consciences, parce que on est tous à arborer le livre de Marc Bloch sur les plateaux et dans les écoles un peu avant, mais c'est quand même ce que nous a dit Marc Bloch à l'époque lorsqu'il parlait dans les tranches des faits des partis militaires, parce qu'il n'y a pas que la partie militaire dans ce bouquin-là, et que le président de la République trouve un contexte qui est un peu comparable pour dire aux gens jusqu'où on est prêt à aller, parlons-en et puis remobilisons-nous. Il faut réveiller les consciences européennes sur la nécessité d'une véritable défense européenne, justement. Exactement. Et étant donné le contexte, avec les élections aux États-Unis qui arrivent aujourd'hui, si on n'est pas si on n'est pas capable de mettre au moins en commun nos armées nationales, je parle même pas d'une armée européenne, mais d'arriver à aller tous dans le même sens, on peut s'attendre au pire. Et en 1935, il y avait plein de gens qui disaient ouais, c'est pas grave, c'est en Allemagne, c'est l'Autriche, c'est machin, on s'en fout, c'est pas notre problème. On a vu ce que ça a donné après. C'est impossible d'avoir une armée européenne, avoir une coopération d'armées. Dans quelques années. Alors,
Comment est-ce que vous allez faire que 27 pays qui parlent pas la même langue vont avoir une seule armée commune? C'est impossible. Il peut y avoir une coopération. Oui, ça s'appelle une coopération. Pas les mêmes matériels. L'OTAN n'est pas une armée. Si vous voulez, je vous emmènerai voir les protocoles de coordination des différentes armées dans le cadre de... Ça s'appelle une coopération d'entre pays, mais il ne peut pas y avoir d'armée européenne parce qu'il n'y a pas de nation qui s'appelle l'Europe. Je suis désolé, il n'y a pas un pays qui s'appelle l'Europe avec un peuple uni, une langue commune. On peut faire des coopérations entre les pays de l'Union européenne ou même avec des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, tels que la Suisse par exemple. Moi j'ai aucun problème avec ça. Mais il faut arrêter ce mythe de l'armée européenne. C'est impossible, ça n'existera jamais parce qu'il n'y a pas de nation qui s'appelle l'Europe. Défense européenne, j'ai pas parlé d'armée européenne. Mais la notion de nation est pas spécifique. Ah si, elle est bien définie d'ailleurs. En Europe, on a une monnaie commune. Ouais. On a des programmes communs dans tous les sens. On a même des frontières communes. Le fait qu'on ne soit pas une nation, c'est pas l'essentiel. Non. C'est de se dire à un moment, il y a des sujets supranationaux. On l'a fait par exemple lors du Covid, alors que ça n'était pas du tout les prérogatives de l'Union européenne. On parle de défense. Les spécialistes de l'Europe vous disent ce qui s'est passé avec la santé dans le cadre du programme Chour notamment, eh bien peut-être déployé au niveau de la défense. Parce qu'on a fait partie des prochains grands sujets qu'on va devoir mettre sur la table, de déployer plus encore que ce qu'on fait aujourd'hui des programmes communs de défense. Et on en est très loin. Parce que nos premiers ennemis là-dessus, c'est les Allemands. Ce sont les Allemands qui sont le bras armé des Américains pour défendre leurs intérêts au sein de l'Union européenne. Et antimilitaristes profonds. On va parler de la laïcité dans un instant. 8 Français sur 10 pensent que la laïcité est en danger. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble et je voulais que nous parlions de ce sondage pour le Figaro ce matin. 8 Français sur 10 estiment que la laïcité est en danger. Gabriel Attal a accordé une interview à nos confrères de l'AFP et il a dit la laïcité est menacée. Elle l'est probablement aujourd'hui plus que jamais. Donc il dit aujourd'hui qu'il faut aider les professeurs, créer des cellules d'encadrement quand ils sont face à des menaces. Est-ce que c'est la solution? Alors, on va commencer avec vous, Garen. Pourquoi est-ce que la laïcité est menacée aujourd'hui? Qui est-ce qui menace la laïcité? Moi, j'ai un les cathos. Ah oui, c'est sûrement les cathos intégristes de Saint-Nicolas. Je rigole. Non, en réalité, il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué dans cette étude, c'est que pour les militants de la France insoumise, même pour eux, 68% considèrent que la laïcité est en danger et 79% des insoumis sont contre le port de signes religieux à l'école. Moi, je me rappelle de cette étude de 2016 où 60% des musulmans sont pour le voile au collège et au lycée. 65% des lycéens musulmans placent l'islam au-dessus des lois de la République. Aujourd'hui, on est en train de voir deux France qui se regardent dans les yeux, qui ne se comprennent plus, une qui a envie de conquérir et une qui n'a juste pas envie de mourir. Et je pense pas que ça va très bien se terminer. Je vous conseille l'article de Malika Sorel dans le Figaro aujourd'hui. Elle a été présidente du Haut Conseil à l'intégration. Elle dit que tout était écrit, qu'elle avait, lisez vraiment cet article et elle explique qu'il y a un problème d'intégration culturelle effectivement et qu'on a laissé aussi toute une partie de la population de l'immigration venir en France sans se préoccuper de ce qu'elle devenait et de la façon dont on l'intégrait. C'est surtout qu'on a été extrêmement naïf vis-à-vis de l'islam politique. Et islam politique ou islamisme, pour moi, c'est exactement la même chose. Non, alors, je parle pas d'islam, je parle d'islam politique. Oui, mais et qui a effectivement instrumentalisé un certain nombre de choses, bien aidé ces dernières années par la France insoumise qui a emboîté le pas à l'islam politique en essayant de regrouper les musulmans comme une communauté unique en opposition au reste de la communauté nationale, parce que les musulmans font partie de la communauté nationale, et il y a une partie de la classe politique qui s'est amusée par cynisme politicien à emboîter le pas à l'islam politique et à l'islamisme, qui veut en fait ériger l'ensemble des musulmans contre le reste de la société, ce qui ne devrait absolument pas être. Les musulmans ont le droit d'être musulmans en France et ils ont le droit de pratiquer leur religion comme ils l'entendent, en respectant évidemment le cadre de la laïcité, à savoir que ils n'ont pas le droit ni de faire prosélytisme ni
d'essayer d'influer la décision politique et voilà, il faut respecter le cadre de la laïcité. C'est une protection autant pour les musulmans que pour les autres, sauf que l'islam politique en a fait effectivement une cible pour atteindre et explique matin, midi et soir, et la France insoumise aussi, que la laïcité c'est équivaut à de l'islamophobie, ce qui n'est absolument pas le cas, sauf que un certain nombre de gens à l'extrême gauche se sont amusés à ça, et à l'extrême droite vous avez le pendant qui explique aussi de la même façon en mélangeant à la fois islam politique et islam tout court, et vous avez donc du coup une opposition de tous contre tous qui finira extrêmement mal dans notre pays parce qu'on a plus de raison et on ne sait plus parler de laïcité dans ce pays. C'est une bonne idée de continuer à faire entrer des centaines de milliers d'immigrés en majorité musulmans en France tous les ans, parce qu'aujourd'hui il faut pas oublier que le gouvernement Macron fait rentrer en moyenne entre 400 et 500 000 immigrés légaux par an en France, plus les clandestins, et qui sont en majorité musulmans. On a un problème d'islamisation de ce pays, avec un islam politique qui est de plus en plus fort et qui est de plus en plus puissant sur des politiques comme par exemple sur la France insoumise, mais on le voit aussi très bien dans des mairies ou même des mairies de droite, de LR et compagnie, qui sous la pression du nombre, c'est la pression du nombre. Peut-être qu'il faudrait commencer à arrêter de couper le robinet de l'islam politique qui rentre de plus en plus en France avant de commencer à s'occuper des problèmes de l'islam qu'il y a aujourd'hui en France. Un auditeur me dit la laïcité ne sert plus qu'à stigmatiser les musulmans, la laïcité ne s'applique qu'aux agents du service public. Ça, c'est bien le discours de l'islam politique et de l'islamisme, effectivement. C'est complètement ça qu'on a essayé de mettre dans la tête des musulmans. Je pense que pendant très longtemps, les musulmans de France ont pratiqué leur religion comme ils l'entendaient, totalement librement et comme ils l'entendaient. Vous citiez tout à l'heure une faculté, je pense qu'il n'y a pas que celle-là. Gilles Kepel et Florence Bergeau-Blaclès l'ont expliqué. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on a compris quel était le programme des frères musulmans et la manière dont ils le déployaient un peu partout dans le monde et tout particulièrement en France. On n'a pas écouté ce risque-là. Et aujourd'hui, pour revenir à ce qu'était votre question au départ, je crois que il faut protéger le corps professoral contre ce risque qui est quotidien, et plus que ça, je crois qu'il faut les protéger contre l'autocensure, parce que ce qui se passe, c'est que de plus en plus les professeurs, et c'est bien normal parce qu'ils ne sont pas des héros des films hollywoodiens, ont peur lorsqu'ils font cours, et donc ils s'autocensurent pour ne pas risquer d'être en opposition avec certains de leurs élèves, et ça c'est extrêmement... Tout à l'heure je vous disais, regardez, quand les humoristes commencent à s'expliquer de vouloir faire rire après une chronique ou un journal normal, sérieux, eh bien on a un problème. Eh bien on a le même problème avec l'abaissement du niveau culturel favorise l'islamisme et l'islam politique. L'abaissement du niveau culturel et du niveau scolaire favorise l'islamisme. Après un Samuel Paty, le professeur qui s'est fait encore tuer il y a 3 mois, je comprends que les professeurs aient peur et n'aient pas envie de bouger le petit doigt. Mais alors Thomas me répond, je ne suis pas dans l'islam politique, j'ai juste des potes arabes, oui, et on en a tous. Oui. Comme monsieur Bolloré qui s'est défendu en disant qu'il avait reçu Mohamed V dans sa propriété du Maroc. Non, c'est pas. Mais évidemment que. Moi, j'ai des amis qui avait un très bon aphorisme là-dessus. Vous voyez, je pourrais même pas le citer parce que je pense que je serais attaqué aujourd'hui. Une bonne blague là-dessus en faisant faire la différence entre deux personnes musulmanes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on a des amis musulmans qui se sentent stigmatisés, mais la responsabilité, elle incombe malgré tout aux frères musulmans et à cette poussée d'un islam politique qui fait qu'aujourd'hui... Alors Régis, on ne vous a pas entendu. Non, mais le problème, c'est qu'on court un risque existentiel. Un mot à la mode. Je rappelle quand même que la loi de 1905, dont j'invite à la lecture, c'est remarquable. On avait des législateurs sous la Troisième République, la loi sur la presse qui était extraordinaire. Bien, donc c'était quoi? C'était le moyen de casser l'emprise de l'Église catholique sur la société française, la formation, enfin tout un tas de choses, et donc qui avait un rôle éminemment politique. Et on a mis en avant une conception de l'universalisme à la française, qui est constitutive de ce pays. C'est extrêmement important. Et ça, on est en train de le perdre. Et c'est gravissime. C'est gravissime parce que notre identité est là. Alors, les valeurs, l'identité, je sais que ce sont des mots valises dont on parle beaucoup, mais
qu'on utilise beaucoup, c'est que si ce qui est en cause, ce qui est en jeu, et qui court un risque, c'est bien l'universalisme à la française. Parce que nous organiser comme les Britanniques, non. Nous organiser comme les Russes, par exemple, qui ont une répartition ethnique organisée de cette façon-là, etc. Non, c'est pas notre culture, c'est pas notre histoire, c'est pas notre vision du monde, et on est vraiment en danger. Ça devrait être une grande cause nationale. C'est presque philosophique, ça l'est même complètement. Et il faut impérativement se servir de cette laïcité et être intraitable. C'est l'école, bien évidemment, c'est l'école. Et Jean-Baptiste a raison. Les jeunes, ils sont pas religieux, parce qu'il y a 5% des Français qui pratiquent la religion catholique. C'est pas beaucoup, contre 45% après la Deuxième Guerre mondiale. Donc le problème, c'est que les jeunes qui arrivent, ils ont leurs condisciples musulmans et ils comprennent pas qu'on les empêche de pratiquer, qu'on les empêche d'exiger d'avoir un enseignement scientifique qui nie les véritables théories au profit d'une vision religieuse, etc. Donc, et les professeurs, alors là, on les laisse en première ligne. Gabriel Attal veut changer les choses. Mais il a raison quand il dit que effectivement l'éducation nationale et l'école, c'est le seul moyen de lutte contre tous les intégrismes, parce que c'est l'élévation du niveau culturel qui empêche l'endoctrinement. Et l'universalisme est aujourd'hui attaqué autant par l'extrême gauche que par l'extrême droite. L'expulsion de tous les imams intégristes serait pas mal aussi. C'est fini. Mais commençons déjà par l'école et par encadrer, effectivement, aider les enseignants qui se trouvent bien démunis. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Tout de suite, André Berkoff. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cuir